On a prétendu que c'était naturel, un simple rocher à 25 mètres de profondeur au large de l'île la plus méridionale du Japon. Une paroi de pierre s'élève du fond marin, ses marches étant si finement taillées qu'on dirait un escalier sculpté à la main. La science conventionnelle attribue sa formation au vent, à l'eau et au séisme. Mais un géologue marin japonais qui explore ce site depuis près de 40 ans et a bâti sa carrière sur ses observations sous-marines affirme le contraire. Selon lui, quelqu'un l'a construite, et en près de 4 décennies, personne n'a pu le contredire. Le jour où tout a basculé. Aratak n'avait jamais eu l'intention de partir à la recherche d'une civilisation perdue. Il gérait un petit centre de plongée sur Yonauni. Ce serait une découverte extraordinaire, comparable peut-être à des monuments célèbres comme Stonehenge. Yonauni est une minuscule île à l'extrémité ouest de l'archipel des Ryukyu, plus proche de Taïwan que des îles principales du Japon. Il connaissait les fonds marins autour de son île, comme la plupart des gens connaissent leur propre quartier. Il y avait plongé des milliers de fois. Alors, lorsqu'il s'est mis à l'eau ce jour de 1986 à la recherche de nouveaux sites de plongée, il ne s'attendait pas à être interpellé par quelque chose d'inédit. La visibilité était bonne, le courant était faible et un énorme bloc de pierre aux arêtes si droites qu'elles semblaient taillées reposait sur le fond sous-marin. Il décrira plus tard sa remontée à la surface, convaincu d'avoir découvert un édifice sous-marin. Pas un rocher, un édifice. Il raconta sa découverte aux chercheurs locaux et en quelques semaines, l'histoire avait fait le tour du monde. Une équipe dirigée par Masaki Kimura, géologue marin de l'Université des Ryukyu, est venue enquêter. En peu de temps, la formation a reçu un nom. Cela est dû à plus d'1 million d'années d'érosion par les vagues sur ce littoral. Yononi Jimakaidachik signifie « topographie des fonds marins de l'île de Yonauni ». Pour tous les autres, il est simplement devenu le monument de Yonauni. Mais qu'était-ce? C'est la question à laquelle Kimura allait tenter de répondre pendant les 40 années suivantes. Et la réponse qu'il ne cesse de donner n'est pas celle que la communauté scientifique officielle souhaite entendre. Que se cache-t-il derrière tout cela? Voici ce que nous savons avec certitude. Le monument se situe directement au pied de la falaise d'Arakawabana, à l'extrémité sud de l'île de Yonauni, sa face principale étant orientée sud-sud-est. Il est suffisamment peu profond pour que des plongeurs expérimentés puissent l'atteindre avec une seule bouteille. La partie supérieure se situe à quelques mètres seulement sous la surface. La base, quant à elle, se trouve à environ 25 mètres de profondeur et ses dimensions sont impressionnantes. Le bloc principal de forme rectangulaire mesure approximativement 100 mètres de long, 60 mètres de large et 25 mètres de haut. Il est plus haut qu'un immeuble de 8 étages. Le site plus vaste s'étend sur une superficie d'environ 45 km² et comprend de multiples terrasses, canaux et murs disséminés sur toute sa surface. Voici le plus étrange. Cette formation n'est pas un amas de pierres empilées comme les blocs d'un temple. Presque entièrement, elle est ancrée dans la roche-mère. Géologiquement parlant, il s'agit d'une masse rocheuse unique sculptée dans sa forme actuelle par un phénomène particulier. Alors qu'est-ce qu'il a sculpté l'eau patiente pendant 20 millions d'années ou quelqu'un d'autre? C'est la question qui attire plongeurs et scientifiques sur ce site depuis près de 40 ans. Et c'est une question à laquelle personne n'a pu répondre. Une géométrie qui semble erronée. Plongez dans l'eau au-dessus du monument avec une bouteille de plongée sur le dos et 3 choses vous frappent presque immédiatement. La première est la netteté des arêtes. Nombre de surfaces sont planes. Les angles ne sont pas arrondis comme on s'y attendrait pour une formation sculptée par les vagues au fil du temps. Certains angles semblent proches de 90 degrés. La seconde est l'escalier. Biologiste marin. J'ai plongé partout dans le monde et je n'ai jamais rien vu de tel dans la nature. Le monument est célèbre pour ce que les plongeurs appellent les marches géantes, une série de plateformes massives qui s'élèvent les unes au-dessus des autres avec une régularité presque artificielle. Chaque marche est trop haute pour qu'une personne puisse la gravir naturellement. Mais le rythme de cette ascension est troublant. C'est pourquoi la formation a été surnommée la pyramide sous-marine du Japon.
Le troisième élément concerne l'aménagement lui-même. Sur l'ensemble du site, les plongeurs ont décrit ce qui ressemble à de longs chenaux rectilignes, des parois verticales s'élevant du fond marin et des plateformes reliées entre elles qui évoquent des places ou des allées. Pris individuellement, aucun de ces éléments ne prouverait une construction humaine. Mais leur concentration en si grand nombre sur une surface si restreinte est ce qui arrête les plongeurs et oblige les scientifiques à revenir régulièrement. Ce n'est pas seulement étrange, c'est aussi organisé. Avant d'explorer plus en détail les mécanismes scientifiques de la formation spontanée d'une telle forme géométrique, faites ceci, si vous êtes du genre à apprécier les mystères qui font encore débat parmi les experts, abonnez-vous et activez les notifications pour être averti ou averti de la prochaine enquête. Nous nous penchons sur des sujets comme celui-ci chaque semaine, car plus nous explorons Yonauni, plus il devient difficile d'obtenir une réponse définitive. L'escalier des ombres, de tous les sites de Yonauni. La grande paroi à gradins du monument principal est la plus photographiée et la plus controversée. Les gradins longent d'un côté du bloc rectangulaire descendant de la surface jusqu'aux profondeurs marines. Chaque niveau est large et plat. Les contremarches qui les séparent sont verticales presque comme des murs et d'une hauteur remarquablement constante. Pour un nageur planant au-dessus, elles ressemblent au flanc d'une pyramide à degrés comme celle que l'on trouve dans l'ancienne Mésoamérique ou l'Égypte antique. Au-delà de l'escalier principal des plongeurs, on répertorié d'autres formations partageant cette même géométrie troublante. Un long canal rectiligne, que certains chercheurs appellent la route, longe la base de la formation creusant la roche comme un couloir. On y trouve également une structure triangulaire que certains ont comparée à une plateforme sculptée. Enfin, des puits verticaux et de profondes entailles dans la roche semblent d'une netteté presque trop parfaite. Les partisans d'une origine artificielle mettant en avant ces caractéristiques comme preuve qu'aucun schéma de fracture aléatoire ne pourrait produire une telle régularité en un seul endroit. Les sceptiques mettant en avant ces mêmes caractéristiques comme preuve que la nature avec le temps et la roche adéquate peut produire exactement ce résultat. Les deux camps ont visité le site et sont repartis avec des photos. Alors, si la géologie conventionnelle détient la réponse pourquoi débattons encore de la nature de la roche sous-jacente, c'est là que l'explication naturelle prend tout son sens. La roche de Yonaguni appartient au groupe de Yaeyama, un empilement de roches sédimentaires déposées sur un ancien fond marin il y a environ 20 millions d'années au début de l'ère géologique. Imaginez un grès stratifié traversé de bandes plus sombres de mudstone. Au fil des millions d'années, ces couches ont été soulevées, mises à nu et comprimées par d'énormes contraintes tectoniques, forgeant ainsi l'arche de l'île de Ryukyu à sa forme actuelle. Et c'est là le point crucial, ce type de grès ne se brise pas en blocs arrondis. Il se fissure le long de ses plans de stratification, c'est-à-dire les couches horizontales originelles dans lesquelles il s'est déposé. Il s'adgueule, se fracture également le long de joints verticaux des fissures naturelles dans la roche causées par les contraintes et les mouvements au cours des temps géologiques. Maintenant, superposez ces deux couches. Des couches horizontales se séparent nettement. Des fissures verticales les traversent à angle droit. Qu'obtenez-vous? On obtient une structure qui ressemble étrangement à un escalier. Des plateformes plates, des murs droits, des angles vifs. Une géométrie qui, pour un nageur flottant dans l'eau bleue et froide, évoque l'œuvre d'un architecte. Aucune intervention humaine. C'est nécessaire. Donc ça devrait régler le problème, non oui à ce propos. La Terre continue de tourner. Il y a ensuite un second facteur que les géologues évoquent sans cesse et qu'il est impossible d'ignorer une fois connu. Yonauni ne se situe pas en terrain calme. L'île se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, ce grand fer à cheval d'activité sismique qui borde l'océan Pacifique. Le fond marin y est fracturé, mais s'y est fracturé et failli à grande échelle. Les séismes sont fréquents. En 1995, un important tremblement de terre a même endommagé une partie de l'île. Et ce n'était certainement pas la première fois. Le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston, qui a plongé sur le site en 1997, affirme que ce contexte sismique est essentiel pour comprendre ce que les plongeurs observent sous l'eau. Les régions sismiques
souligne-t-il, ont tendance à fracturer la roche selon des motifs réguliers et répétitifs. Et Yonaguni présente précisément ce type de diaclase. Mais voici le plus surprenant, les mêmes grès de Yaeyama, précise-t-on, se retrouvent à terre le long de la côte de l'île de Yonaguni, où ils forment des terrasses étagées appelées saninue. Ces terrasses terrestres n'ont jamais été sculptées par personne. Elles sont le fruit du temps des intempéries et de la tendance naturelle de ce grès à se fracturer en lignes parallèles nettes. Le monument sous-marin qu'il observe est le résultat du même processus se déroulant sous les vagues. Affaire classée. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Car si c'était la réponse pourquoi cet homme qui a passé 40 ans sur ce site a-t-il refusé de l'accepter, erder jusqu'à lui donner sa forme. Le troisième élément de cette explication naturelle, c'est l'eau elle-même. Et tenez-vous bien, les courants qui balayent le monument de Yonaguni sont réputés pour leur force. Les guides de plongée locaux mettent en garde les plongeurs expérimentés. Ils doivent descendre avec précaution, car ces mêmes courants qui amènent une eau froide et riche en plancton, au-delà de la formation, charrientent également du sable, des sédiments et tout ce qui flotte dans la colonne rocheuse supérieure. Pendant des milliers d'années, ce courant abrasif a érodé chaque face de la roche. Il lisse les surfaces, élargit les chenaux, approfondit les cavités et creuse les couches de mudstone plus tendres que le grès plus dur qui les surplombe et les sous-tend, ce qui explique la netteté de certaines marches. Les données scientifiques présentées ici sont récentes et précises. En 2024, une équipe dirigée par Hyuga a présenté des recherches lors du congrès de printemps de l'Association des géographes japonais, basées sur l'observation directe sous-marine du site. Ils ont documenté le détachement de la roche-mère, l'abrasion des surfaces, la formation de graviers et la création active de figures d'érosion telles que des marmites de géants de taille variée. Autrement dit, ils ont observé le processus d'érosion en temps réel. Plus tôt en 2019, des chercheurs dirigés par Takayuki Iwata ont utilisé la modélisation numérique du terrain et des relevés de terrain pour comparer le monument sous-marin avec des affleurements de grès terrestres. Leurs conclusions étaient identiques, les formes correspondent à celles que l'altération et l'érosion produisent naturellement dans ce type de roche. 2 études. Même conclusion, le site est naturel. Alors pourquoi le chercheur japonais le plus qualifié ayant jamais étudié Yonaguni revient-il sans cesse défendre une thèse différente? Cet homme, Masaki Kimura, géologue marin à l'université des Ryukyu, explore le site de Yonaguni depuis les mois qui ont suivi la découverte d'Aratake. Cela signifie qu'il a passé près de 40 ans à retourner au même endroit des fonds marins, tandis que la plupart des géologues internationaux s'étaient discrètement ralliés à une autre conclusion. C'est là le point essentiel. Kimura n'est ni un auteur marginal, ni un présentateur de documentaires. C'est un géologue marin reconnu enseignant dans une université de recherche japonaise. Son travail sur ce site lui a coûté une reconnaissance professionnelle qu'il aurait pu consacrer à des sujets plus consensuels. Malgré tout, il y est retourné sans relâche. Pourquoi? À cause de ce qu'il affirme y observer. Kimura décrit ce qu'il interprète comme des routes, des murs, des monolithes à gradins et même des gravures en forme d'animaux. Il a signalé une structure qui, selon lui, ressemble à un sphinx coiffé d'une parure semblable à celle des anciens souverains chinois ou d'Okinawa. Il a également rapporté avoir trouvé des objets qu'il pense être des outils en pierre et identifié des surfaces portant d'après lui des symboles gravés. La disposition lui paraît trop régulière et la concentration des motifs géométriques trop importante. Selon lui, la fracture et l'érosion seules ne suffisent pas. Sa chronologie a évolué au fil des ans. Il avait initialement avancé que la structure avait au moins X0 ans, la datant d'une période où le niveau de la mer était suffisamment bas pour que le site soit émergé lors de la dernière période glaciaire. Plus tard, dans une communication présentée au 21e Congrès scientifique du Pacifique, en 2007, il a revu cette estimation à la baisse, la situant entre 2,0 et 3,0 ans environ. Ces affirmations lui ont valu des critiques. La plupart de ses pairs ne partagent donc pas son avis. La plupart pensent qu'il se trompe. Alors pourquoi persiste-t-il
Et si après 40 ans de recherche, c'était lui qui y voyait clair une science sans consensus? Kimura n'est pas le seul à s'exprimer. L'écrivain Graham Hancock, qui a bâti sa carrière sur des théories alternatives de la préhistoire, soutient l'idée que certains éléments de Yonaguni sont artificiels. Je ne sais pas comment ils ont fait. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait. Je ne pense pas que quiconque le sache. Comment ont-ils soulevé ces pierres? Comment les ont-ils amenées à cette hauteur? Je pense que nous sommes une fois de plus face à une technologie disparue. Lui et d'autres ont fait valoir que même si certaines caractéristiques du site peuvent être comparées à des formations de grès naturels ailleurs dans le monde, la concentration d'un si grand nombre de ces caractéristiques en un seul endroit est statistiquement improbable. Ils ont également souligné ce qu'ils décrivent comme une relative absence de débris meubles sur les terrasses planes. Si les marches avaient véritablement été sculptées dans la roche par la seule érosion, affirment-ils, on s'attendrait à trouver des amas de fragments de grès brisés à leur base. La position officielle est ferme. L'Agence japonaise des affaires culturelles n'a pas classé le monument de Yonaguni comme bien culturel. Le gouvernement de la préfecture d'Okinawa ne l'a pas non plus classé. Aucune fouille archéologique n'a été autorisée. Aucun travail de conservation n'a été entrepris. Ce n'est pas le cas. Le géologue allemand Wolf Wichmann, qui a étudié ces formations en 1999 lors d'une expédition de Spiegel-T6, et de nouveau en 2001 à l'invitation de Graham Hancock, a conclu que la structure pouvait s'expliquer entièrement par des processus naturels. L'archéologue Richard J. Pearson et d'autres ont rejeté les thèses d'une origine artificielle, les jugeant non étayées par les preuves requises en archéologie. Même Robert Schoch, pourtant fermement convaincu de l'origine naturelle, a envisagé la possibilité que les peuples anciens, après avoir découvert une formation naturelle aussi inhabituelle, l'aient utilisée ou modifiée à leur propre fin. Mais utiliser et modifier n'est pas synonyme de construit. La distinction est importante. Et puis, il y a cette preuve dont l'absence est inexplicable, la preuve manquante. C'est ce qui hante véritablement les esprits. En près de 40 ans de plongée à Yonaguni, personne n'a jamais récupéré sur le site un artefact reconnu par la communauté archéologique comme un outil, une arme ou un vestige d'activité humaine. Rien. On n'a trouvé aucune poterie. Aucun reste humain n'a été confirmé. Aucune inscription n'a pu être déchiffrée par les experts en système d'écriture ancien. On ne trouve aucune sépulture identifiable, aucun four à chaud, aucun foyer, aucun débris de cuisson, aucune fondation de bâtiment en dehors du monument lui-même. Les objets que Kimura a interprétés comme des outils de pierre n'ont pas été authentifiés comme artefacts par des spécialistes externes. Les marques qu'il a interprétées comme des gravures ont été identifiées par d'autres géologues, dont Robert Shaw, comme des rayures naturelles sur la roche. Shaw est allé plus loin. Il a suggéré que les prétendus murs sont simplement des plateformes horizontales naturelles qui se sont effondrées à la verticale lorsque la roche plus tendre sous-jacente s'est érodée. Selon lui, ces prétendus ne sont que des chenaux creusés dans la pierre par l'eau. Réfléchissez-y un instant. Pour un site sous-marin qui aurait abrité une ville, un château, un stade et un complexe religieux, le silence est total. Comparons cela aux véritables sites archéologiques submergés ailleurs dans le monde, comme Pave-le-Petit-Tri en Grèce ou les vestiges de l'ancienne Alexandrie en Égypte. Les véritables ruines sous-marines laissent des traces. Ils laissent derrière eux les petits objets ordinaires et brisés que la vie humaine laisse derrière elle, des fragments de poterie polie par la mer des encres des pierres de l'Est, le fer rouillé d'outils, des restes de repas oubliés. Yonaguni ne laisse que sa géométrie. Quel que soit l'être qui a façonné cette roche, il n'a laissé aucune autre trace. Alors soit les sculpteurs ont nettoyé après leur passage avec une discipline absolue, soit personne ne l'a jamais sculpté. Quelle hypothèse est la plus plausible? Le problème du temps. Nous voici face à ce qui rend la théorie de l'artificialité si difficile à réfuter complètement, malgré tout ce silence, la question de l'âge. La roche elle-même a environ 20 millions d'années. C'est incontestable. Mais la question de savoir quand le monument a pris sa forme actuelle et si quelqu'un était présent à ce moment-là est bien plus complexe. Il semble assez convaincant que ce soit une œuvre humaine. On y voit clairement la main de l'homme.
C'est un excellent point de départ, une impression visuelle saisissante de cette structure extraordinaire. Voici pourquoi c'est important. Après la dernière période glaciaire, il y a environ 0 ans, le niveau des mers a monté de plus de 100 mètres partout dans le monde avec la fonte des immenses calottes glaciaires. Des côtes restées émergées pendant des millénaires ont été englouties. Des régions entières de terrains habitables ont disparu sous les eaux montantes, emportant avec elles tout ce qui s'y trouvait auparavant. Par conséquent, si quelqu'un avait construit quelque chose sur ce site avant cette inondation, il aurait dû le faire à une époque bien antérieure à la chronologie habituelle de la civilisation urbaine, alors que le reste du monde était encore à la fin de l'âge de pierre. C'est précisément pour cette raison que le monument de Yonaguni a suscité autant d'enthousiasme. S'il est artificiel, cela repousserait l'histoire de la construction humaine organisée à une époque antérieure à l'histoire écrite. Selon certaines interprétations, cela bouleverserait toute la chronologie de la civilisation en Asie de l'Est. Le problème réside encore une fois dans les preuves. Aucun artefact, aucune datation au carbone 14 sur un outil, aucun ossement humain lié au site. Rien ne prouve que quelqu'un ait été présent pour construire quoi que ce soit. Alors si la réponse est géologique depuis le début, pourquoi le site attire-t-il encore plongeurs et chercheurs année après année? Pourquoi est-il encore si important? Une partie de la réponse est simple. C'est l'une des choses les plus étranges que l'on puisse voir sous l'eau. Même Robert Schoch, fervent défenseur de la formation naturelle, a qualifié le site de fascinant. Même les visiteurs les plus sceptiques finissent par admettre que la symétrie est frappante et les formes inhabituelles. Ce monument se situe à la croisée rare de 2 sciences, la géologie et l'archéologie, qui ne se rencontrent presque jamais aussi directement sur un même site rocheux. Et il soulève une question qui dépasse largement le cadre de Yonaguni. À quelle fréquence la nature crée-t-elle des motifs qui semblent artificiels? Partout dans le monde, d'autres formations partagent cette même particularité troublante. La chaussée des Géants en Irlande du Nord présente des colonnes de pierre hexagonales si régulières qu'elles paraissent construites. Ce résultat est dû au refroidissement du basalte et à des motifs géométriques précis il y a environ 50 à 60 millions d'années. La Bemisho-Marshall Spimini Road, aux Bahamas, est une ligne de pierre rectangulaire sous-marine qui alimente depuis des décennies un débat. S'agit-il d'un mur ou d'une fracture dans la roche de plage le Devil's Tower? Dans le Wyoming s'élèvent des plaines en colonnes verticales si droites qu'elles semblent empilées. Yonaguni appartient à cette même catégorie. C'est un lieu où la nature a engendré un ordre si parfait que l'esprit humain peine à en accepter l'explication la plus simple. Et pour cause, le cerveau humain est programmé pour reconnaître les formes. C'est ce même instinct qui nous permet de distinguer un visage dans un nuage ou une figure dans une constellation. Les chercheurs appellent cela la pareidolie. À Yonaguni, avec ses recoins, ses plateformes et ses chenaux ombragés, cet instinct se manifeste au fil du temps. Alors c'est tout simple illusion d'optique due à la symétrie inhabituelle de cette roche, ou bien notre regard a-t-il perçu un phénomène que la science n'a pas encore élucidé aux confins du Japon? Il y a autre chose aussi. Yonaguni se situe à l'extrême ouest du Japon. C'est l'île habitée la plus occidentale du pays. Du haut de ces falaises au coucher du soleil, on peut admirer les derniers rayons du soleil japonais disparaître dans l'océan Pacifique. Plus proche de Taïwan que d'Okinawa, Yonaguni possède une langue, une histoire et un folklore qui marquent une sorte de frontière culturelle. J'imagine qu'elle a été un lieu de rassemblement et un centre culturel important. Bien avant la découverte du monument, les habitants de Yonaguni racontaient des histoires de royaumes disparus et de mondes engloutis. La découverte d'une vaste structure géométrique sous leur propre mer a naturellement alimenté ces récits. Certains insulaires ont adhéré à l'idée que cette formation était le vestige d'une civilisation disparue. D'autres l'ont toujours considérée comme une simple hypothèse, se contentant de ce que les géologues en disent. Et la vérité est que même aujourd'hui, aucun membre de la communauté scientifique japonaise n'a officiellement clos le débat. Le site n'est pas protégé au titre du patrimoine culturel. Il n'est pas non plus classé monument naturel. Il se trouve dans un étrange flou administratif
étudié de manière informelle par des plongeurs et des universitaires, photographié des milliers de fois sans jamais avoir été véritablement élucidé. Ce qui soulève la question si la science était réellement établie, pourquoi n'existe-t-il aucun document officiel pour le confirmer? La réponse en toute honnêteté est la suivante. Si l'on considère les preuves actuellement disponibles, le tableau scientifique est relativement clair. La plupart des géologues ayant étudié le monument de Yonaguni, y compris ceux qui l'ont exploré en plongée, concluent qu'il s'agit d'une formation naturelle. Le type de roche, les réseaux de fractures, les processus d'érosion, les affleurements côtiers similaires, l'absence d'artefacts, tous ces éléments convergent vers la même conclusion. De multiples études indépendantes, dont la modélisation numérique du terrain réalisée par Ohata en 2019 et les observations de l'érosion sous-marine menées par Suga en 2024, ont renforcé cette conclusion. Une minorité de chercheurs menée par Masaki Kimura continue d'affirmer que certaines parties du site ont été modifiées par l'homme. Leurs interprétations ne font pas consensus au sein de la communauté archéologique. La plupart des experts estiment donc que le monument est naturel. Certains chercheurs sont d'un avis contraire. Tel est l'état actuel du débat et toute vidéo prétendant le contraire ne fait que propager des idées fausses. Mais voici le plus surprenant, même si l'explication naturelle est la bonne, le site reste extraordinaire et témoigne d'un phénomène véritablement étrange. Il prouve que la nature avec la roche adéquate et les courants appropriés, la tectonique adéquate et suffisamment de temps peut parfois produire une structure d'une telle précision qu'elle semble presque conçue. À elle seule, cette beauté justifie une plongée à 25 mètres. La véritable question n'est donc pas de savoir si le monument est naturel ou artificiel, mais plutôt si l'on peut se fier à ce que l'on voit. La dernière plongée. Si jamais vous vous trouvez au large de la côte sud de Yonaguni, dans les eaux bleues et froides d'un matin d'hiver, vous pouvez encore descendre par le même itinéraire que celui emprunté par Kihiro Aratake en 1986. Vous traverserez de forts courants. Vous vous agripperez aux rochers lorsque ce sera nécessaire, et vous vous retrouverez face à face avec le même escalier qui a déclenché toute cette controverse. Vous le contemplerez et vous ressentirez la même chose que tous les plongeurs ressentent depuis près de 40 ans, depuis 1986, date de la découverte de la structure. Ce qui s'est passé ici, c'est que des gens sont venus plonger sur ce site, et sur la statue, ils ont plongé sur cet autre site. Cela ne semble pas aléatoire. Cela semble organisé. Cela semble délibéré. On a l'impression qu'il manque quelque chose à la simple explication naturelle, même si l'on sait que cette explication est probablement la bonne. Puis, on remonte à la surface, on parle à un géologue, on lit les études, on observe les falaises similaires sur la terre ferme. On constate que les mêmes schémas de fracture et d'érosion se répètent au-dessus du niveau de l'eau. Et on comprend peu à peu que cette intuition peut être erronée. Le monument de Yonaguni est peut-être naturel, la science l'affirme actuellement, mais il a révélé au monde quelque chose de véritablement surprenant. Il a montré que la nature peut parfois sculpter la pierre avec une discipline qui ressemble presque à une intention. Et c'est une découverte qui mérite d'être faite. Que l'architecte ait été une civilisation disparue ou simplement 20 millions d'années d'eau patiente et indomptable, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Après tout ce que vous venez d'entendre, pensez-vous que le monument de Yonaguni soit entièrement naturel ou croyez-vous que Masaki Kimura a raison et que certaines parties ont été façonnées par l'homme bien avant l'histoire écrite? Nous lisons tous les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits des profondeurs.